Salut les lecteurs! Je suis vraiment heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2023. Je le sais que ça fait plus de 16-17 jours qu'on a commencé l'année, mais il n'est jamais trop tard de partir une vidéo et j'ai envie de vous présenter en fait pas des résolutions parce que j'ai pas trop envie de partir là-dessus. Par contre, j'ai quand même un petit défi que je me suis donné cette année pour 2023 et on y va maintenant! Alors, c'est armé de mon café latte que je pars la vidéo. En fait, cette année, donc 2023, j'ai ouvert un compte Goodreads, donc Goodreads qui est juste là. Goodreads m'avait été suggéré par des amis d'Instagram et j'avais pas trop envie de me lancer là-dedans et de un parce que j'avais pas envie de ramasser tous les livres, de prendre du temps à tout rentrer les livres que j'avais dans ma palle, d'autant plus que je loue énormément de livres à la bibliothèque parce que j'y travaille. Mais non seulement ça, ce qui avait été aussi un peu complexe, c'est d'aller noter les livres, mes lectures. Je suis pas tant une personne de type à noter ses livres, ses lectures avec, vous savez, le système d'étoiles à noter. Donc, j'étais pas très fervente de cette application-là. Par contre, en 2022, fin 2022, j'ai un groupe de lecture qui m'ont dit ça serait facile qu'on puisse voir les livres que tu as pour qu'on puisse essayer de voir quels livres qu'on pourrait se ramasser tout ensemble à lire en même temps. Donc, c'est beaucoup plus facile comme ça de voir les pales des autres personnes et d'essayer de grappouiller une lecture commune. Alors, ça a été comme la porte d'entrée vers Goodreads pour moi. Donc, j'y ai mis tous les livres ou presque que j'avais dans ma palle. Et j'ai vu qu'on pouvait scanner le livre plutôt que d'écrire ça à la mitaine. Et j'ai trouvé ça vraiment plus facile. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est en train de lire le livre, donc le livre en cours, on peut écrire le nombre de pages où qu'on est rendu et ça nous donne un pourcentage de notre avancement de la lecture. Alors, pourquoi je vous parle de Goodreads quand je vous dis que mon défi 2023? Ça a un lien. En fait, Goodreads m'a permis de mettre tous les livres que j'avais dans ma palle et bien sûr, on doit aller chercher un goal, un défi pour l'année 2023. J'ai mis un chiffre comme ça au hasard, mais je suis pas le genre de personne qui a envie de se lancer un défi comme ça de nombre de livres lus. Je l'ai fait parce que, bon, l'application le demandait. Par contre, moi, c'est plus la qualité que je recherche plutôt que la quantité. J'ai pas envie de me faire de pression non plus pour le nombre de livres lus à chaque année. Par contre, c'est intéressant de voir l'évolution de la lectrice que je suis. Fait que moi, je voyais plus ça comme ça. Et du pourquoi que je me suis lancé le défi que je vais vous présenter maintenant, c'est que je me suis rendu compte que j'avais énormément de livres, des sagas qui étaient entamées, mais qui n'étaient pas terminées. Alors, le défi que je me suis lancé pour 2023, c'est de terminer ou plutôt avancer dans les sagas que j'ai profondément adorées. Alors, trêve de bavardage pour cette longue introduction et on commence avec les romans, les sagas que j'ai entamés et que j'ai envie de poursuivre en 2023. Je me suis quand même fait des petites notes parce que j'en ai beaucoup à vous présenter. Il y en a que j'ai en ma possession, il y en a d'autres que non. Est-ce que ça va faire partie des achats que je vais vouloir faire pour 2023? Peut-être, parce que j'ai quand même certaines sagas commencées, achetées, et probablement que je vais avoir envie d'acheter les tomes, pas précédents, les tomes suivants.
Est-ce que je vais les acheter de seconde main? Est-ce que je vais les acheter neufs? Ça, je ne sais pas. Mais j'ai envie d'acheter, de posséder ces sagas-là parce que c'est des sagas qui me sont tous et toutes chères au cœur. Alors, on va commencer par les romans parce que c'est dans cette catégorie-là qu'il y en a le plus. Alors, on commence tout de suite par un livre que j'ai en ma possession. Le premier roman que j'ai envie de lire pour, en fait, clore la saga. Il s'agit de Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors, il y a maintenant environ 13 ans, je découvrais la saga de Suzanne Collins, qui est Hunger Games, qui ont fait les adaptations cinématographiques, qui étaient, ma foi, géniales. J'avais vraiment adoré cet univers-là, qui est une post-apocalyptique, dans le fond. Je vous vendrai pas, et je ne vous résumerai pas Hunger Games, parce que je pense que tout le monde connaît Hunger Games. Voilà, alors je me risquerai pas à vous faire un gros résumé de ça. Par contre, je me rappelle, j'étais chez Costco. On était en pleine pandémie en 2020 et il est sorti au mois d'août. Et j'avais vraiment envie d'aller me le procurer. Il n'y avait aucun magasin d'ouvert, aucun libraire était ouvert, mais le Costco avait reçu l'édition de Hunger Games et j'étais une des premières, en fait, au Québec. J'exagère, là, mais la journée de parution d'Hunger Games, j'étais là au Costco à vouloir aller acheter ma copie parce qu'il n'était pas trouvable nulle part ailleurs. Alors, il est là, il n'a jamais été lu, donc ça fait quasiment 2 ans et demi qu'il est dans ma palle et il doit vraiment y passer parce que c'est le dernier tome, dans le fond, de cette saga-là. Qui se trouve à être un prequel de l'histoire. Donc, on est 75 ans avant, je crois, de l'histoire qu'on connaît avec Katniss Everdeen. Donc, c'est l'histoire de Snow, le président Snow, quand il a fait lui-même ses Hunger Games. Ou non, il n'a peut-être pas fait les Hunger Games, mais bon, il est au Capitole. Mais c'est son histoire à lui. Alors, j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire-là pour clore la saga, comme que je vous l'ai dit. Ensuite, on va y aller pêle-mêle. Il n'y a pas de date de parution, il n'y a pas d'ordre dans la préférence quand j'ai envie de les lire. Ce que je veux dire, c'est que on va y aller, on va piocher les livres comme ça au fur et à mesure. Il n'y a pas de date de parution, les plus anciens, les plus récemment parus. Donc, on y va, je pioche parce que sinon, je vais tout faire tomber. Trêve de bavardage. Prochaine saga que j'ai envie de terminer, en fait, il s'agit de Magic Charlie, le tome 3. Je viens tout juste de le recevoir de la part de Gallimard Jeunesse Diffusion. Alors, merci à vous si vous m'écoutez. Je sais pas si c'est le dernier, mais je crois que oui, parce qu'il me semble qu'il s'agissait d'une trilogie. Alors ici, Magic Charlie d'Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Magic Charlie, qui est chez sa grand-mère, qui va dans une école où que sa mère est directrice, et un jour, il bascule dans le monde des magiciens. Donc, sa grand-mère est une magicière, quelque chose comme ça. Et il va découvrir, en fait, un autre monde où il va se faire des amis, il va apprendre à côtoyer, dans le fond, le monde qui lui est totalement inconnu. C'est vraiment mignon, c'est vraiment mignon. C'est sûr que, bon, on est sur un peu le feeling d'Harry Potter sans l'aide vraiment parce que Audrey Alouette a réussi à créer son propre univers avec des jeux de mots. Je ne sais pas si vous voyez la belle carte qui a été créée pour cet univers-là. Il y a des jeux de mots même dans les noms de rues. C'est vraiment très agréable à lire. C'est très jeunesse, même s'il a été coté adolescent. Moi, je trouve ça un petit peu plus jeunesse que certains autres univers, mais ça le fait quand même. C'est très doudou. C'est une lecture très cocooning, très à la Harry Potter. Là. On est vraiment dans la magie. Les twists qui ont été ramenés de notre univers, c'est vraiment bien fait. Fait que j'ai envie de terminer cette saga-là. Ensuite, vous n'allez pas être surpris et surprise de savoir que Robin Hood fait partie des sagas chouchou que j'ai découvert en 2021, si je ne me trompe pas. 2022. Mes excuses.
2022, début d'année, je découvrais l'univers de Robin Hood et ça a été un coup de cœur monumental. C'est une saga médiévale qui se passe un peu dans le même style que Game of Thrones. Je l'ai beaucoup répété ici, mais avec le côté magique, mais moins magique que Game of Thrones. Il n'y a pas de magie en tant que telle, mais il y a une sorte de manipulation psychique qui rappelle un peu la magie. Donc, on est dans un univers médiéval, il y a beaucoup de complots politiques. C'est l'histoire de Fitz, un jeune garçon qui devient orphelin. C'est le fils bâtard du prince régent de cet univers-là, dans le fond du royaume. Et son père, qui est le prince régent, meurt d'une façon un peu quelconque, on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive, un peu mystérieuse. Et le roi, qui dans le fond est son grand-père, décide de le prendre sous son aile pour lui faire devenir son assassin royal. Fitz est amené dans cet univers-là un peu contre son gré. Il va devoir faire ses preuves, il va devoir faire ce qu'on lui dit, même s'il n'est pas d'accord. Et voilà, dit de même, ça a l'air assez basique, là, mais non, détombrez-vous, c'est excellent, excellent. Ceux qui ont aimé Game of Thrones, lancez-vous là-dessus, c'est excellent. Robin Hood a cette façon de... C'est quand même écrit gros, là. Mais Robin Hood a cette façon d'écrire, de travailler ses personnages, de travailler leur psychologie, de travailler leurs relations. C'est magnifique. La façon qu'elle décrit ses personnages sont très incarnés, sont très humains. C'est ça qui est beau. Alors là, moi, je suis rendue au tome 4 de cette première époque. C'est très complexe comme univers parce qu'il y a 13 volumes de l'Assassin Royal, mais entre ça, il y a les Aventuriers de la mer, si je ne me trompe pas, à lire entre la première étape, la première époque et la deuxième époque, et ensuite on retombe avec l'Assassin Royal dans la deuxième époque. Mais bref, je ne suis pas là pour vous raconter un cours 101 de comment lire l'Assassin Royal, mais c'est sûr qu'il va apparaître dans ma palle pour 2023. Et probablement, là, c'est les trois volumes finales de la première époque. Alors, je vais peut-être en lire un ou deux, qui sait. Ensuite, une saga que j'ai découvert en 2021. C'est une autrice québécoise qui a parti sa maison d'édition, si on pourrait dire. Donc, elle s'est auto-éditée d'une façon vraiment originale parce qu'elle faisait ses emballages elle-même à la façon bourgeoise. C'était vraiment bien fait et elle a été approchée par une maison d'édition québécoise, donc de Mortagne. Et le livre que je vais vous présenter, c'est la copie en auto-édition. Par contre, elle est disponible maintenant chez l'édition de Mortagne. Je vais vous mettre la couverture ici. Donc, il s'agit des Winchester. Comme je vous ai dit, ce n'est plus cette couverture-là, c'est la couverture en auto-édition. Maintenant, vous avez accès à la copie des éditions de Mortagne. Alors, moi, j'avais lu le tome 1. J'avais plus qu'adoré parce qu'on est dans les années 1700 à Londres, en Angleterre. Et on est, oui, chez la bourgeoisie, qui est un jeune homme qui vient de Gloucestershire, je pense. C'est un des lords, je pense, ou je m'en rappelle plus. Mais c'est un personnage de l'aristocratie, on pourrait dire ça comme ça. Et il doit aller en Amérique, dans le Nouveau Monde, pour livrer un cadeau ou un colis à le général de l'armée de son père, quelque chose comme ça. Mais il se trouve que ce colis-là est très spécial. Il va rencontrer Isabella sur un bateau et ils vont tomber amoureux. Donc, c'est une histoire d'amour historique, un peu à la Outlander, donc le charbon et le tartan. C'est ce qui a fait chavirer mon cœur parce que je vous le dis, c'est écrit de façon poétique. C'est écrit d'une plume
magnifique et d'autant plus que c'est une Québécoise qui l'a écrit. Alors, c'est à découvrir, je vous le dis, Audrey McNicol nous a créé un Outlander québécois qui se passe à Londres, bien sûr, mais c'est une plume québécoise qui l'a fait. Alors, toujours intéressant parce que elle nous donne des signets quand on commande sur son site à elle et ces emballages sont vraiment d'époque, à emballer dans un papier craft avec un seau à la cire. C'est magnifique. Juste pour l'emballage, on a envie de l'acheter. Mais je vous dis, le livre est aussi très, très excellent. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est excellent. Alors voilà, les Winchester, c'est à découvrir. Ensuite, un autre livre qui est un volume, dans le fond, le volume 2 d'une saga que j'avais commencé l'an passé. Non, en 2021, celui-là, je crois. Attendez, on regarde dans les notes. Oui, en 2021, j'ai découvert pour la première fois Anne de la maison au pignon vert. J'avais écouté la télésérie et ma foi, ça m'avait tellement donné le goût de découvrir l'écrit, dans le fond, de Lucy Montgomery. Et je m'étais procuré cette magnifique édition de chez Monsieur Toussaint Louverture, je crois. Oui, exact. Donc là, il s'agit du tome 2. J'ai lu le tome 1 que vous voyez juste là. Oh, ici. Poup, poup. Et ben, j'ai envie de continuer cette saga-là parce que les autres tomes sont sortis. Et je pense qu'il y en a 4 autres de sortis. Et toutes et tous d'une beauté exceptionnelle. Je peux vous mettre des images là. C'est hallucinant. Cette maison d'édition-là qui font des copies de classiques. Le travail éditorial est magnifique. Même, ils ont pensé, vous voyez, le texte il est très aéré, mais le papier aussi, il est vraiment agréable. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, puis que toucher le papier des livres, ça a une sensation, et on a des préférences de papier. Alors celui-là, ben, chapeau pour la qualité de l'illustration, mais aussi de la qualité du papier. Le papier qui est sélectionné, il est vraiment confortable. Est-ce que ça se peut du papier confortable? Voilà. Ensuite, une autre série de livres qui a été adaptée sur Netflix, c'est les Bridgerton. Donc, j'ai été un vrai petit mouton, moi aussi. J'en ai lu 4 à venir jusqu'à maintenant. Donc, je serais rendue à Héloïse, le tome 5. J'ai eu des comebacks de cette lecture-là. Donc, certaines personnes m'ont dit qu'ils attendaient beaucoup de ce tome 5-là, de Héloïse, qui était un personnage assez haut perché, qui était assez rebelle, qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui avait une répartie facile. Et dans le tome 5, ici, c'est pas la Héloïse qu'on connaît sur Netflix, dans la série, la télésérie des Bridgerton. C'est pas le même personnage. On dirait qu'elle est un peu décalée. Bref, c'est peut-être pour ça que j'ai freiné un peu ma lecture, mais 2023 va probablement être l'année où que je vais découvrir Héloïse parce que je sais que j'ai un blanc. C'est l'histoire de Colin, je crois, qui va sortir, Colin et Pénélope, qui va sortir sur Netflix cette année. Alors, j'ai envie de poursuivre parce que je veux pas prendre de retard sur cette saga-là. Alors voilà, ça va être lu en 2023, mais quand, je sais pas. Moi, je vois ça peut-être en avril-mai pour rentrer dans la même saison que leur bal. Tu sais, la saison des bals, c'est tout le temps début du printemps. Donc voilà, je vais peut-être me le taper pendant le printemps. Ensuite, il y a... Là, je vous ai présenté les livres que j'ai en ma possession. Les autres que je n'ai pas, je vais vous mettre les couvertures ici. Alors, c'est parti, on va regarder ça. Le prochain livre que je n'ai pas en ma possession, mais qui est une saga que j'ai découvert en 2020 ou en 2021. 2020, ouais, pendant la pandémie, je crois. C'est Les Gardiens de la Cité perdue. Donc, je suis rendue au tome 6, si je ne me trompe pas. De plus en plus, les tomes grossissent beaucoup. C'est un univers que j'avais vraiment adoré, mais adoré. Les 4 premiers tomes, là, je les ai clenchés comme ça, sans arrêt. Le tome 5 est beaucoup plus volumineux. On tourne un peu plus en rond, par contre.
il y a des péripéties, oui, mais on tourne en rond. On tourne en rond. Par contre, j'aime autant tourner en rond avec ces personnages-là parce que c'est des personnages, encore une fois, très incarnés, très humains, même si c'est pas tous des humains, mais bref, ça, vous allez comprendre quand vous allez lire. Mais j'ai envie de terminer cette saga-là parce que je crois que celui-là aussi, il y a un tome qui s'en vient, le tome 9, qui se trouve être l'avant-dernier tome, si je ne m'abuse. Je fais pas toujours bien mes recherches, mais je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Le tome 9 est sorti en France, il va bientôt sortir ici au Québec. J'ai vraiment envie de poursuivre cette saga-là en 2023 pour arriver à être à jour. Parce que c'est des méchants gros volumes. C'est pas toujours digeste. Puis comme je vous ai dit, on tourne souvent en rond. Mais c'est une saga chouchou que j'ai découvert en 2020, que j'adore. Et il me tarde de poursuivre. Encore une fois, au risque de me répéter, j'adore cet univers-là. Ensuite, un autre univers jeunesse qui est fantastique, c'est le Pays des Contes. J'avais vraiment adoré, pourtant, le tome 1, 2, 3. Et j'ai bloqué au tome 4. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je l'avais loué à un moment donné à la bibliothèque. J'y étais en ma possession. Et je l'avais inclus dans un challenge. Je crois que c'est le Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge ou le défi Un chalet au Québec. Me semble. Il était dans un défi, en tout cas. Et puis, je ne l'ai jamais lu. Alors, c'est peut-être en 2023 que va venir le temps où je vais avancer dans le Pays des Contes. Écrit par Chris Colfer, qui a une plume, ma foi, magnifique. Ben, moi, je le lis en français, donc il est traduit. Mais je crois que ça n'enlève rien à la traduction parce que c'est vraiment bien écrit. Souvent, les traductions, des fois, ils ont des styles d'écriture ou des tournures de phrases qui sont pas super bien faits. Mais la traduction de Chris Colfer est super bien amenée. Alors, il me tarde de découvrir la suite de cette histoire. Un autre livre que j'ai découvert cette fois-ci en 2022, donc fin 2022, c'est le Cozy Mystery, les enquêtes de Veronica Speedwell. Donc, je vous mets la couverture de celui que j'ai lu en 2022. J'ai su qu'il allait avoir... il y a le tome 2 qui est sorti. C'est des enquêtes, donc je crois que ça se lit indépendamment. Par contre, pour comprendre un peu le personnage de Veronica Speedwell, je crois que c'est mieux de lire en ordre quand même pour pouvoir comprendre un peu la psychologie derrière le personnage, mais aussi comprendre son background de vie. Donc, voilà. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est un abonné qui est venu me dire que la maison d'édition avait décidé de ne pas poursuivre les chroniques de Veronica Speedwell. J'ai aucune idée pourquoi. J'ai juste appris l'information cette semaine, je crois. Et va falloir que j'aille un peu investiguer par rapport à ça parce que à date, je crois qu'il y en a 2 ou 3 de sorties. Il y en a en anglais, mais je crois que c'est peut-être une question de parution, de traduction. Donc, à voir. Mais j'ai toujours envie, par contre, de découvrir d'autres enquêtes de Veronica Speedwell. Donc, le tome 2 m'attend chaudement à la bibliothèque. Et je vais me faire un régal de retourner avec cette anglaise ô combien succulente à écouter parce que ces dialogues qu'elle a, elle a de la répartie, elle est drôle et pour une femme de cette époque-là, c'est juste délicieux. Allez, absolument, mais c'est drôle, très très drôle. Alors, Veronica Speedwell va probablement être dans ma palle de 2023 pour une continuation de saga. Un autre saga, il me semble que je me répète, un autre saga entamé en 2021 et qui n'a pas toujours été lu en 2022 ou 2023, c'est Le Château de Hurle, le tome 2. J'avais lu le tome 1, je crois, en 2021, si je ne me trompe pas. Oui, je crois. Oui, le tome 1, je l'avais lu en 2023. Les studios Ghibli ont fait un film qui se trouve à être Howl Moving Castle. Je vous mets ça là. Ma prononciation pour ce genre de terme-là est très difficile, surtout ce matin avec une moitié de café pris. Donc, Howl Moving Castle, qui est, je crois, le château ambulant, c'est inspiré de cette histoire-là de Diane quelque chose. Bref, je vous mets la couverture là.
Il s'est inspiré, le studio Ghibli, de cette histoire-là pour faire le château de Hurle, donc Owl Moving Castle. Alors, j'avais découvert ça en 2021. J'avais vraiment apprécié parce que les films de Miao, bref, celui qui a fait ce film-là, c'est assez complexe à comprendre. C'est un peu hurluberlu, c'est un peu mystérieux, bizarre, glauque par moment. C'est pas facile à suivre et il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de couches d'humour, mais caché. Bref, en lisant le livre, j'ai réussi à comprendre un peu plus la psychologie des personnages. On y explique un peu plus leurs émotions parce que, bon, les personnages parlent, donc on arrive à comprendre leur dialogue, mais aussi leurs pensées, ce qui n'est pas le cas dans le film. Alors, j'avais beaucoup aimé apprendre à connaître les personnages, donc le personnage de Sophie, mais aussi le magicien, avec les grandes ailes noires, que je me rappelle plus de son nom. Bref, il serait temps que je lis le tome 2, et je crois que le tome 2, ça fait référence à un autre un autre film d'adaptation. Là, je suis pas certaine de ce que je dis, mais je crois que c'est le château volant. Je vais vous mettre la couverture là parce qu'encore une fois, j'ai pas fait mes devoirs, mais je vous assure que Caroline du futur va tout vous arranger ça. Alors voilà, c'est pas une suite de ce que j'en comprends parce que c'est deux histoires séparées, mais les livres, c'est marqué que c'était une suite. Mais je sais pas si on est obligé de lire ça dans l'ordre. Enfin bref, le Château de Hurle, le tome 2, va être lu en 2023. On se croise les doigts fort, fort, fort parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Ensuite, une petite québécoise, donc Ma vie de, qui est une série de livres. On suit le personnage de Louane, qui est au secondaire, qui vit avec des grosses crises de panique, qui fait de l'anxiété généralisée. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le personnage est assez loufoque. Elle est très, très consciente de sa condition et l'autrice nous amène vraiment au cœur des écoles secondaires et de devoir gérer ces crises d'anxiété à travers ses activités parascolaires, avec ses amis, avec ses parents, avec son copain. C'est vraiment une saga chouchou que j'ai découvert. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je crois que je suis rendue au tome 4 ou au tome 5, si je ne me trompe pas. C'est vraiment un coup de cœur, cette saga-là, à mettre dans toutes les bibliothèques d'écoles secondaires. Je pense que j'aurais aimé ça, lire ça quand j'étais adolescente parce que je m'aurais reconnue en Louane. Et n'importe qui, même si on ne souffre pas d'anxiété, on se reconnaît quand même dans les péripéties de Louane parce que, bon, c'est une adolescente qui va au secondaire, qui est au collège. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir toute la psychologie, encore une fois, du personnage. C'est vraiment agréable à lire. Alors, je vous le conseille fois 1000, cette saga-là. Et puis, je vais la poursuivre en 2023. Une autre saga que j'ai commencé tout début, en fait fin 2022, début 2023, parce que ça a été la lecture qui m'a suivie dans la nouvelle année, c'est Nevermore. J'ai terminé le tome 1 la semaine passée et j'ai déjà commencé le tome 2. J'ai mis déjà plein de post-it et je suis rendue à la moitié. C'est une saga... je pourrais même pas dire chouchou parce que le mot est pas assez fort pour la décrire. C'est une saga coup de cœur, mais coup de cœur monumental. Ça me remet dans les émotions quand j'ai découvert Harry Potter pour la première fois. C'est aussi simple que ça. C'est sûr qu'on n'est pas dans le même univers qu'Harry Potter, quoique c'est du fantastique. On suit Morrigan Crow qui a 10 ans et presque 11 ans. Elle est condamnée à mourir le jour de son anniversaire, donc le jour de ses 11 ans, parce qu'elle est maudite, elle a une malédiction et elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans.
et elle va être sauvée par un certain personnage farfelu qui va l'amener à Nevermore. Et c'est là que ses aventures commencent. J'ai pas trop envie d'en dire parce que moi, quand j'ai commencé cette histoire-là, j'en ai entendu parler beaucoup, mais j'essayais de me fermer les oreilles, de pas lire beaucoup de posts par rapport à cette histoire-là parce que j'avais envie d'embarquer dans l'univers d'une façon totalement vierge. Dit de même, ça fait bizarre. J'avais pas envie d'en savoir trop. J'ai entendu certaines choses, mais j'ai pas retenu autant d'informations parce que j'avais vraiment envie d'embarquer là-dedans comme une page blanche, finalement, hein, de façon vierge. Et je déguste cet univers-là, je déguste, c'est beau, c'est bon, c'est mystérieux, c'est magique, c'est drôle parce qu'il y a des mots qui sont employés, qui sont réutilisés, qui sont recyclés, mais qui sont tellement drôles. Les personnages sont comiques aussi, ils ont de la répartie, mais de façon très humoristique. Je sais pas comment vendre cette histoire-là parce que, bon, de un, elle n'est pas terminée, j'ai pas terminé, mais c'est ô combien gratifiant de retrouver l'univers d'Harry Potter, mais d'une façon twistée, encore une fois. Et c'est vraiment écrit, je sais pas si vous allez le voir. Ah, vous voyez? C'est écrit juste là. Une aventure Harry Potteresque. Très français dit comme ça. Mais voilà, c'est vrai, c'est vrai. Moi, grande fan d'Harry Potter que je suis, j'approuve à 100%. Il y a plein de clins d'œil, il y a plein de clichés d'Harry Potter, mais tourné et remanié et recyclé d'une façon que l'auteur a réussi à faire son propre univers, à mettre la table sur les personnages, mais aussi de bâtir un univers fort qui ressemble vraiment beaucoup à Harry Potter. Alors, je ne sais pas comment vous le vendre autre que ça, mais pour ceux et celles qui n'ont pas découvert Nevermore, foncez là-dessus. Alors, ça termine les romans. Et là, je vais essayer de clencher rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo devienne indigeste non plus. Alors, on embarque rapidement dans les BD. Donc, première BD que j'ai découvert en 2021, c'est le Grimoire d'Elphie. Donc, encore une fois, Audrey Alouette qui fait des univers magnifiques, qui remanie un peu les histoires. Donc, Grimoire d'Elphie ne fait pas exception. C'est l'histoire, de trois sœurs qui voyagent dans un bibliobus qui est aussi leur maison. Et ils vont se promener dans la France, je crois, et un peu à travers l'Europe pour aller vendre les livres parce que la grande sœur, maintenant, c'est ça, c'est son travail. Elle a une librairie ambulante et elle a adopté ses sœurs parce que leurs parents sont morts et elle voyage à travers l'Europe pour vendre ses bouquins. Donc, c'est vraiment mignon, c'est beau. Et il y a une petite touche magique parce que la plus jeune, je crois qu'elle a un don. Elle fait de la magie avec son grimoire, donc c'est vraiment agréable. C'est vraiment... L'histoire n'est pas très, très développée, mais juste le fait de se promener en bus dans l'Europe, ça le fait vraiment beaucoup. Ensuite, comme je le disais tantôt, Princesse Sarah, on est rendu au tome 13, il vient de sortir. J'ai lu le tome 12, je crois, donc je serai rendue au tome 13. Encore une fois, tiré du classique de Princesse Sarah, mais avec une twist un peu futuriste, qu'on pourrait dire, parce qu'il y a des automates, il y a des robots, en quelque sorte, et il y a des machines volantes un peu futuristes, mais ça le fait vraiment beaucoup. Encore une fois, Audrey Alouette est capable de mettre des univers très ancrés à sa façon à elle. C'est magique, c'est vraiment agréable, et j'ai envie de lire le tome 13 pour 2023. Ensuite, une petite BD que j'ai à la maison qui m'a été offerte, je crois, par la boîte à diffusion. Donc, il s'agit de Néo, le tome 3. Je triche parce que je l'ai lu. Donc, 1er janvier, c'est là que j'avais envie de faire... c'est là que j'ai pris la résolution de lire des sagas déjà entamées. Et
j'ai lu le tome 3 de Néo. J'avais lu le tome 1 et 2 qui m'a aussi été offert par la boîte à diffusion, donc le tome 3. Ici, on est sur une histoire post-apocalyptique. On est en France, à Paris. Néo est une organisation qu'on pourrait dire. On ne sait pas trop qu'est-ce que les lettres veulent dire, mais c'est une organisation. Les enfants ont survécu en tel âge et tel âge. Les adultes sont tous morts. On a déjà vu ce scénario-là. Mais ce qui sort de l'ordinaire dans cette BD-là, ben en fait, c'est tiré d'un roman. C'est écrit par Michel Bussy, pour ceux et celles qui ne savaient pas. Et si vous voyez ici, là j'essaie de voir moi aussi, c'est la ville de Paris. Et il y a des clans d'adolescents, donc il y en a qui se trouvent dans la Tour Eiffel, qui se trouvent avec le Tipeee, et les autres enfants sont au Louvre, qu'ils appellent le château. Et ces deux clans-là vont devoir apprendre à vivre ensemble parce que les adultes ne sont plus là. Ils doivent découvrir pourquoi que les adultes sont morts. Ils leur ont laissé du matériel audiovisuel pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé et pourquoi c'est les adolescents qui ont survécu. Alors, comme je dis, c'est du déjà vu, mais ça marche toujours avec moi, les post-apocalyptiques, parce que j'adore ça. Alors, voilà. Et vous voyez ici, ça, c'est les 3 livres qui ont déjà été publiés. Alors, il va être lu en 2023. Ben, il a déjà été lu le 1er janvier. Ensuite, une autre bande dessinée ici, Lightfall, le tome 2. J'avais reçu le tome 1 de Gallimard Jeunesse et ben, ils m'ont fait parvenir le tome 2 cet automne. Je n'ai toujours pas lu, il est temps parce que ça avait été un coup de cœur. On suit Béatrice ici, qui est une jeune fille qui vit encore avec l'anxiété, mais dans un monde fantastique. Elle vit avec un sorcier cochon. Elle l'appelle Papa Cochon. Et un jour, son papa cochon, il tient un atelier de potions, je crois, ou c'est comme une genre de pharmacie, si vous voulez. Les gens viennent le voir pour avoir des remèdes et tout. Et un jour, papa cochon disparaît. Donc, Béatrice commence vraiment à avoir des grosses crises d'anxiété. Elle va partir à la recherche de papa cochon et elle va croiser celui-là ici qui est un genre de soldat grenouille. Et avec lui, elle va vivre plein d'aventures et elle est vraiment dans une quête initiatique et une quête aussi pour essayer de retrouver son papa. C'est vraiment bien fait. Les illustrations sont magnifiques. La coloration est sublime. C'est une méchante belle BD. Très qualitatif. Très qualitatif. Des fois, on a la sensation que les bandes dessinées sont exécutées de façon assez rapide. Mais ici, on est sur un dessin de haute qualité. Les illustrations, mais aussi la coloration fait en sorte que cette œuvre-là est magnifique à lire et à regarder. On aime regarder les détails. Vous voyez même ici, la jaquette est toute travaillée. C'est vraiment d'une beauté exceptionnelle. Alors, ça va être lu en 2023. Ensuite, j'ai reçu de la part de la boîte à diffusion Le Jardin Secret, que j'avais adoré encore une fois, le tome 1. Et là, on est sur le tome 2. Donc, c'était une diptyque, je crois, en 2 tomes. Le Jardin Secret, bien, comme vous le savez tous, j'ai à cœur cette histoire-là. C'est un film que j'avais écouté quand j'étais jeune. Donc, le grand classique de celle qui a écrit aussi Princesse Sarah. C'est 2 histoires qui m'ont suivie dans ma jeunesse et j'aime beaucoup me replonger dans cette histoire-là et de par les adaptations cinématographiques et par les BD. Donc, j'avais découvert le roman de Princesse Sarah l'an passé, je crois, et j'ai vraiment envie de lire et de la BD, hein, parce que j'ai lu le tome 1, donc je vais compléter avec le tome 2 pour terminer l'histoire. Mais j'aurais peut-être envie de me tourner vers le roman aussi du Jardin Secret. Mais ça va être le sujet d'une autre vidéo. Alors, ça, c'était les bandes dessinées que j'avais. Maintenant, les bandes dessinées que je n'ai pas. J'ai lu en 2023 parce que
je l'ai lu, je pense, la même journée que Néo. C'est la dernière bande dessinée qui me restait à lire de U4. Donc, j'ai lu Corridwin. Quand j'ai reçu mes 3 copies de Interforum Canada, je crois, ou de Boîte à diffusion, je me trompe toujours entre ces deux-là, mais 1000 excuses à vous deux. Elle n'avait plus Corridwin à m'offrir, donc j'ai attendu qu'à la bibliothèque, ils font l'achat pour que je puisse le louer et le lire. Donc, j'ai terminé les 4 premiers personnages. Il va me rester le dénouement. Parce que U4, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est écrit par 8 mains. Donc, une personne par personnage, donc 4 auteurs différents. Et le dernier qui se trouve avec le dénouement de l'histoire, ce tome-là est écrit par les 4 auteurs ensemble. Alors, c'est vraiment intéressant à lire. J'avais déjà lu les romans il y a une couple d'années, environ 5 ans, je pense. Et j'avais vraiment aimé. Mais là, il a été adapté en BD et c'était vraiment agréable à lire. Et c'est ça, c'est Chronos, voilà. J'ai vraiment envie de lire cette suite-là, le dénouement. J'y ai pas arrivé encore au Québec, mais j'ai vraiment hâte de savoir quand est-ce qu'ils vont le sortir parce que, bon, ben, c'est la fin. Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, là, je débloque les mangas rapides parce que là, j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 1 heure. Donc, rapido presto, les mangas que j'ai envie de terminer, il y a l'Éden des sorcières, le tome 4 sort bientôt. Ensuite, il y a Alpi de Soul Senders. Vous savez, pour avoir écouté mes vlogs, que j'ai adoré cette épopée-là de manga. Donc, je suis rendue au tome 7, je crois. Il y a Isabella Bird aussi, tome 6 et 7 que je suis rendue. J'ai vraiment envie de découvrir la fin de cette histoire-là parce que c'est une histoire vraie. Ensuite, il y a Uki que j'avais présenté ici en BD. J'avais le tome 1 et le tome 2, mais il se trouve sur Webtoons, donc on peut poursuivre les aventures. Il y a 3 épisodes de débarrés, dans le fond, par jour. Donc, je peux en lire un peu chaque jour. Ça fonctionne par coin. C'est des petites pièces. Tu as le droit à tant de pièces par jour pour débloquer les épisodes. Donc, voilà. J'ai envie de savoir l'histoire parce que c'est vraiment excellent, cette histoire-là. Ensuite, l'Atelier des sorciers, que je n'ai pas terminé. Je suis rendue au tome 5. J'ai envie de découvrir la suite. Et le petit dernier, l'Imprimerie des sorcières. Donc, c'est pas une continuité de saga. Par contre, j'avais loué le tome 1 pour un club de lecture que j'avais préparé et je ne l'avais pas lu. Pourtant, il est encore dans ma palle, alors il me tarde de le redécouvrir, ben, en fait de le découvrir. J'avais lu le synopsis, donc le résumé, et ben c'est ça, j'avais envie de découvrir l'histoire parce qu'il est en ma possession, mais ce n'est pas, c'est le seul ici qui n'est pas une continuité d'une saga. Alors, ceux et celles qui sont rendus ici jusqu'à maintenant, bravo! Alors, j'espère que je vous ai quand même un peu inspiré des lectures, des univers. J'espère aussi pouvoir lire tout ce que j'ai envie de lire en 2023. Encore une fois, c'est un défi que je me suis lancé. J'ai 0 pression. C'est des univers que j'aime beaucoup, donc ça ne devrait pas être difficile de retourner dans ces univers-là, faire des voyages avec les personnages que j'ai vraiment aimés. Mais ça se peut que je lis pas tout, hein, parce que bon, je me suis quand même mis un bon gros défi sur les épaules. Alors, laissez-moi en commentaire, dites-moi, vous, quelle saga vous avez envie de poursuivre cette année et pourquoi vous aimez cette saga-là. Je suis curieuse de savoir quelles sagas font partie de vos pales. Alors, ben, encore une fois, merci de votre écoute. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Laissez des pouces, écrivez-moi en commentaire. C'est toujours intéressant de vous jaser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Bye!